Bonjour, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, cher ancien ami Othman. Effectivement, j'étais toute jeune interne et puis il y avait le bizutage. C'est là qu'on a fait la première rencontre. Et puis moi, j'étais un petit peu mécontente parce que automatiquement, j'étais en train d'être busitée. Du coup, c'était pas vraiment très, très, très agréable pour moi. Et puis Othman, il m'a dit, mais écoutez, c'est une façon aussi de solidifier les liens entre les anciens et les nouveaux, parce que quand on fait le bizutage, on casse les barrières. Et moi, je ne dis pas que le bizutage c'est bien, mais je pense que sur ce point, il avait effectivement raison, parce que ça a vraiment cassé les barrières. Et puis, depuis, on a une belle relation d'amitié et aussi une belle relation de copains et de collègues en biologie médicale. Donc, je remercie en premier la Chambre syndicale des biologistes de m'avoir invité à animer cette séance. Merci beaucoup, merci pour votre confiance. Et c'est avec plaisir donc, que je vous présente donc le bilan de thrombophilie. Et puis on va en fait, comme justement il m'a été demandé, donc j'essaie de ne pas faire une présentation qui est théorique, qui va juste défiler tout ce qui est, je ne sais pas, physiopathologie, clinique, etc. Donc ce qui est un petit peu archaïque. Mais on va voir tout ça en fait, mais de façon indirecte à travers des cas cliniques. Donc chaque cas clinique va nous permettre d'apprendre plusieurs choses. Alors, donc, avant de parler thrombophilie, il faut déjà parler thrombose. Et si on revient sur l'histoire de la thrombose, le premier cas, il a été décrit en 1271. C'est vraiment très ancien. Ensuite, il a fallu attendre plusieurs années après, donc à peu près 600 ans, pour que Virchow décrive les facteurs de risque de la thrombose, ce qu'on appelle la classique triade de Virchow. Ces facteurs sont donc de trois, en fait, on va dire trois facteurs de risque. La stase sanguine, deuxièmement, la lésion endothéliale et ensuite l'hypercoagulabilité. Donc Virchow avait déjà parlé d'une notion qui s'appelle l'hypercoagulabilité, qui va prédisposer à la thrombose, mais sans la nommer thrombophilie. Et puis, il a fallu attendre l'année 1939 pour découvrir le premier inhibiteur de la coagulation qui est l'antithrombine. Et ensuite, 1965 pour que le premier déficit en antithrombine soit décrit. 1970, on découvre la protéine C et la protéine S. Et 1993, on découvre la mutation du facteur 5, la mutation fameuse de 5 Leiden. Donc ça, c'est juste un mot d'histoire qui nous permet en fait d'avoir une vision déjà un petit peu de trancher en fait donc deux éléments qui sont complètement en fait imbriqués sur le plan pratique, qui est nous avons et la thrombose d'un côté et puis la thrombophilie qui n'est pas la thrombose mais qui est la prédisposition à faire une thrombose. Alors par conséquent, nous comme étant biologistes, on a deux catégories de bilans que nous recevons au laboratoire. La première catégorie, c'est les bilans qu'on va faire pour diagnostiquer la thrombose, donc c'est établir la preuve. Ce qui est recommandé actuellement, les dédimères, en complément bien sûr avec les bilans de radiologie. Et puis, le clinicien, bien sûr, toujours en collaboration, donc c'est une discipline comme toutes les disciplines de biologie médicale dans laquelle la collaboration clinico-biologique est primordiale. Donc, dans un contexte de thrombose précoce, c'est-à-dire chez un sujet jeune qui a un âge inférieur à 50 ans, on va se dire, il est en train de faire la thrombose alors qu'il n'a pas encore 50 ans, peut-être qu'il a un risque, justement, peut-être qu'il a une prédisposition, peut-être qu'il a une thrombophilie. Donc là, on va penser à indiquer le test. Les thromboses récidivantes, donc c'est un malade qui va thromboser plusieurs fois. Et puis aussi les thromboses de siège inhabituels. Par exemple, une thrombose des membres supérieurs, c'est un siège qui est inhabituel. On va se dire, non, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal, peut-être que le patient possède justement une thrombophilie. Et puis, une thrombose aussi qui est mal expliquée par le contexte clinique. Donc, tout ça, ce sont des situations qui vont nous pousser à penser à la thrombophilie. On ne va pas s'arrêter au diagnostic et à la prise en charge de la thrombose, mais on va se dire, il faut quand même chercher, est-ce qu'il y a une prédisposition? Et si la prédisposition est forte, peut-être qu'il faudra aussi instaurer un traitement anticoagulant chez ce patient pour prévenir les accidents thrombotiques dans le futur. Et par conséquent, on passe au bilan de thrombophilie, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Et là, le bilan standard qu'on va faire, donc c'est la protéine C pour la thrombophilie constitutionnelle. Donc on va faire la protéine C, la protéine S, l'antithrombine 3, qu'on appelle actuellement antithrombine. Bon, excusez-moi, ici ça a glissé, donc je devrais mettre uniquement antithrombine. Et puis résistance à la protéine C activée, mais sans oublier bien sûr la thrombophilie acquise. Alors il y a plusieurs
mécanismes ou plusieurs situations pathologiques qui vont conférer une thrombophilie acquise, les néoplasies, donc il y a beaucoup de situations pathologiques qui vont donc prédisposer un risque de thrombose, des syndromes myéloprolifératifs, etc. Mais en fait, quand on n'a pas une situation qui est bien identifiée, on va quand même penser à un syndrome des antiphospholipides, donc qui est le SAPL, qui est aussi une pathologie acquise, une thrombophilie en fait qui est acquise. Alors ici, c'est un tableau qui résume un petit peu tout ce qui est thrombophilie héréditaire et thrombophilie acquise, avec tous ces paramètres qu'on vient de citer. Et puis on voit bien, dans la thrombophilie acquise, nous avons les facteurs du risque qui sont bien cités ici, à savoir l'âge, traumatisme, immobilisation prolongée, obésité, etc. La grossesse, aussi la prise de contraceptifs, la thérapie substitutive, hormonale substitutive, etc. Donc plusieurs situations qui vont prédisposer à la thrombose. Alors, quand est-ce qu'on va faire le bilan? Toutes les recommandations, alors ici j'ai mis les recommandations anglaises de 2022, mais en fait toutes les recommandations sont d'accord, tout le monde est d'accord, il faut espacer 2-3 mois après un épisode thrombotique, parce qu'après un épisode thrombotique, les inhibiteurs de la coagulation sont consommés, donc il faut plutôt espacer 2-3 mois. Alors, au moins de 2 semaines après arrêt des anticoagulants, parce que les anticoagulants vont bien sûr impacter le bilan de thrombophilie. Alors ici, pourquoi justement, comment ils vont l'impacter plutôt plus précisément? On sait que la protéine C et la protéine S sont des facteurs vitamino-K dépendants. Donc la prise d'AVK va impacter par conséquent le dosage. On sait aussi que l'héparine est un agoniste de l'antithrombine. Et par conséquent, un patient qui prend de l'héparine, automatiquement le dosage de l'antithrombine sera impacté. Alors, on passe au cas clinique, et le premier, c'est une jeune fille de 30 ans qui fait un voyage de Casablanca à Dubaï, et puis par la suite qui présente un tableau clinique qui, en fait, oriente vers une thrombose, douleur, gonflement et rougeur du membre inférieur. Alors, ici, je veux que ce soit un petit peu interactif. À votre avis, qu'est-ce qu'on va prescrire chez cette patiente? Des dimères, effectivement. Donc, on va en premier faire un bilan biologique et radiologique pour confirmer déjà la thrombose. Alors, justement, ça a été fait, et puis on a trouvé un taux de dédimère qui est élevé par rapport à la normale. Alors ici, je tiens à rappeler, le sujet, ce n'est pas la thrombose, c'est la thrombophilie, mais je tiens quand même à rappeler qu'il est important de faire l'interprétation des dédimères en fonction de l'âge, du sexe, de la situation, de la grossesse, d'une infection Covid, etc. Parce que il est établi en fait que les dédimères, ils ont valeur prédictive négative, ça veut dire que quand ils sont négatifs, ils éliminent la probabilité de thrombose. Mais quand ils sont positifs, il y a plusieurs situations. Même avec l'âge, par exemple, les valeurs normales à partir de 60 ans ne sont pas les mêmes valeurs normales que chez le sujet jeune. Avec la grossesse, on sait que le taux de dédimère va augmenter progressivement au fur et à mesure de la grossesse, en cours de l'infection Covid. Donc, il y a plusieurs situations en fait qui peuvent expliquer un taux de dédimère qui est élevé, qui ne sont pas forcément la thrombose. Donc, un dédimère positif, il est obligatoire quand même de compléter par la radiologie et bien sûr tous les autres critères cliniques pour poser le diagnostic. Alors, donc en conclusion, nous avons une patiente qui a en fait une maladie thromboembolique veineuse. Et puis, c'est une patiente qui est jeune. On va chercher, donc on a déjà comme facteur de risque un voyage donc, qui dépasse les 4 heures, un vol qui dépasse les 4 heures, une immobilisation. Et puis, on va chercher est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque. Et puis, on lui a posé plusieurs questions. Contraception hormonale, antécédents personnels, antécédents familiaux de thrombose, et on a eu des réponses. Effectivement, elle est sous contraception hormonale, et puis elle a eu un antécédent de fausse couche. Donc là, on est un petit peu plus sûr qu'il s'agit effectivement peut-être d'une thrombophilie, et puis on va bien sûr prolonger, ou bien on va pousser les investigations pour mettre la main en fait sur ce qui ne va pas. Alors, quoi tester en première intention à votre avis? On va faire les deux en fait. On va faire la thrombophilie constitutionnelle et la thrombophilie acquise. Alors, pour voir en fait en détail les bilans que nous allons prescrire, je tiens à faire un petit rappel sur la physiologie de l'hémostase. Et puis là, comment ça se passe? Donc, on a en premier une brèche vasculaire. Alors, je vais essayer de faire avec la souris, sinon on passera au pointeur. Donc, nous avons en premier pas de souci, non, je peux le faire comme ça, merci.
Alors, donc on a une brèche vasculaire. Donc, une brèche vasculaire, automatiquement, ça va déclencher l'hémostase primaire, formation du clou plaquettaire. Donc, il y a les plaquettes qui vont adhérer et qui vont ensuite s'agréger entre elles pour fermer la brèche. Ensuite, alors, elles vont s'agréger à l'aide du fibrinogène. Mais ce fibrinogène ici, il n'est pas stable. Donc, il y a la coagulation qui est une cascade de réactions enzymatiques qui va pouvoir stabiliser ce fibrinogène, en fait, qui va pouvoir le rendre insoluble et le stabiliser. Et ensuite, la fibrinolyse qui va faire la dissolution du caillou pour éviter, bien sûr, l'extension de la formation de ce caillou. Alors, si on va aller un petit peu plus en détail, qu'est-ce qui se passe au niveau de la coagulation? Donc, nous avons voie intrinsèque, voie extrinsèque. Donc, ici, j'ai pris le schéma classique de la coagulation. Je n'ai pas pris le schéma donc, in vivo du nouveau concept. Donc, ici, c'est le schéma classique. Donc, nous avons facteur C activé avec facteur tissulaire qui est libéré par le sous-endothélium qui va donc activer le 10-110 activé, et puis la suite de la cascade. Et puis de l'autre côté, nous avons la voie intrinsèque, dans laquelle nous avons donc bien sûr complexe précalicréine quinonogène au point moléculaire qui vont activer le 12-en-12 activé, 11-en-11 activé, etc., pour activer finalement donc le 10-en-10 activé. Et puis le 10 activé avec son cofacteur qui est le facteur 5 activé vont transformer la prothrombine en thrombine, qui elle-même va transformer ce fibrinogène qui a lié les plaquettes au niveau de l'hémostase primaire, il sera transformé en fibrine, qui sera ensuite stabilisé par le facteur 13. Et puis, donc, à côté, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a ici en bleu tout ce qui est inhibiteur de la coagulation. Donc, ce sont en fait des inhibiteurs qui vont déjà empêcher une progression exagérée de la coagulation. Et de l'autre côté, juste après, nous avons la fibrinolyse qui va en fait dissoudre le caillou. Donc, les inhibiteurs de la coagulation qu'on voit ici vont en fait empêcher déjà, donc au moment de la formation du coagulum, il sera en fait formé de façon un petit peu logique, de façon modérée, de façon équilibrée, pour juste fermer la brèche vasculaire, pour qu'il n'y ait pas un coagulum de taille importante qui sera formé. Et puis, la fibrinolyse qui va dissoudre le coagulum qui est déjà formé dans la phase précédente. Donc, ce sont deux étapes ou bien deux phases, et on peut l'imaginer théoriquement, qui peuvent être perturbées et qui peuvent conduire justement à la thrombose. Sauf que, en fait, la perturbation de la fibrinolyse, en fait, soi-disant, la perturbation ou bien la thrombophilie qui est relative à la fibrinolyse, les cas ils sont vraiment très très rares. En général, la thrombophilie, elle est due à une diminution des inhibiteurs de la coagulation, à savoir la protéine C, la protéine S. Donc la protéine C, qui avec son cofacteur, la protéine S, qui sont là pour inhiber le 5 activé et le 8 activé. Et puis, nous avons aussi l'antithrombine, qui est schématisée ici, qui a pour rôle, bien sûr, d'inhiber la thrombine. Et bien sûr, son action est catalysée par l'héparine. Alors, on a aussi le TFPI, mais aussi le déficit en TFPI, il est très rare. C'est pourquoi, en fait, ce qu'on fait dans le dosage habituel, quand on va chercher une thrombophilie constitutionnelle, on va tout simplement s'attaquer à l'antithrombine, à la protéine C, à la protéine S. Et puis, on se dit qu'il y a aussi une mutation du facteur 5 qui va le rendre insensible à l'action de la protéine C. Et par conséquent, c'est la mutation 5-lédène qu'on peut aussi chercher. Donc, il y a un test de dépistage qu'on fait qui est la recherche de la résistance à la protéine C activée, qu'on pourra, si nécessaire, compléter, bien sûr, par le test génétique pour chercher directement la mutation. Alors, ici, c'est un schéma qui reprend un petit peu juste les inhibiteurs, ce qu'on vient déjà de voir dans la diapositive précédente. Donc, qu'est-ce qu'on va tester chez cette patiente? Alors, j'ai mis ici en premier la thrombophilie acquise. La thrombophilie constitutionnelle, on en a déjà parlé, mais j'ai mis en premier la thrombophilie acquise parce qu'en fait, le syndrome des antiphospholipides prédispose à plus de risque de faire une thrombose. Donc, on a plus de risque avec le SAPL qu'avec la thrombophilie constitutionnelle. C'est pourquoi il est obligatoire de le faire aussi. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc je passe directement à la diapo suivante. Donc, quel bilan? Est-ce qu'il y a autre bilan associé? Des recommandations françaises de 2022, ils nous disent qu'on peut effectivement associer une NFS. Donc, je fais un bilan standard de thrombophilie, mais j'associe quand même une NFS, un TPTCA fibrinogène. Alors, chez notre patiente, on a trouvé un bilan de thrombophilie constitutionnelle qui est normal, mais on n'a pas fait encore le SAPL. Et puis la question qui se pose actuellement, qu'est-ce que je vais faire pour le SAPL? Il y a beaucoup de bilans, ce sont en fait des tests de coagulation que je vais faire pour rechercher la présence
d'un anticorps qui, justement, perturbe la coagulation, qui prédispose à la thrombose. Mais quel test choisir entre toute cette panoplie de tests qui sont disponibles sur le marché? Alors, je prends ici les recommandations de l'ISTH. Ce sont des recommandations très anciennes, mais ici, je prends la dernière version de 2024. Et puis, il n'y a pas beaucoup de choses, en fait, qui ont changé par rapport à ce qu'on faisait déjà avant. Alors, ce qui est recommandé, c'est de faire les anticorps anticardiolipines par technique ELISA, les anticorps anti-bêta-2 glycoprotéine 1, aussi par technique ELISA. Et puis, pour les lupus anticoagulants, il est recommandé de faire 2 techniques de dépistage. Un TCA sensibilisé et un DRVVT. Et puis, il n'est pas recommandé de faire un 3e test, parce qu'en fait, il y a beaucoup de faux positifs dans la recherche du lupus anticoagulant. Et si on fait plus de 2 tests, on risque justement de tomber dans les faux positifs. Donc, on va rester raisonnable. On va chercher un peu, mais pas beaucoup. Donc, on se dit, OK, on va se fixer une norme que tout le monde va respecter. On va utiliser un TCA sensibilisé avec un DRVVT. Si les deux sont négatifs, on va conclure à une absence de lupus anticoagulant. On va conclure à l'absence d'un anticorps antiphospholipides. Si c'est positif, là, on va bien sûr continuer les explorations. Alors, la recherche, donc ici, je ne vais pas détailler la partie anticorps anticardiolipine, anticorps anti-bêta-2 glycoprotéine 1, mais je vais attaquer directement, parce que là, c'est des techniques ELISA qui sont disponibles en immunologie qu'on peut réaliser. Mais là, je vais en fait détailler le lupus anticoagulant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le lupus anticoagulant? Il est recommandé en fait de faire le dépistage en 4 étapes. Dépistage, épreuve du mélange, confirmation de la dépendance aux phospholipides et puis exclusion d'une coagulopathie associée. Et puis tout ça doit sortir, il est recommandé que tous les résultats doivent sortir sur un seul compte rendu qui va conclure à l'absence ou la présence d'un lupus anticoagulant. Alors, le dépistage, justement, c'est ce qu'on a déjà expliqué tout à l'heure. Donc, on va faire des RVVT et TCA sensibilisés. Le DRVVT, c'est quoi? C'est un test chronométrique, coagulométrique, en un temps qui est réalisable par méthode manuelle ou bien par méthode automatisée. Alors, le principe, c'est qu'on va en fait faire un temps de coagulation en utilisant un venin de serpent, ou plutôt, excusez-moi, un venin de vipère, donc c'est Vipère-Ucel. On va utiliser un venin de vipère qui va activer directement le facteur 10 sans 10 activé. Alors, l'avantage, justement, vous le voyez directement du DRVVT par rapport au TCA, c'est qu'il permet, en fait, il élimine, en fait, il n'est pas perturbé par les déficits en facteurs qui viennent en amont, qui viennent avant le facteur 10, parce qu'on va activer directement le facteur 10. Donc, les déficits en facteurs qui viennent avant ne vont pas impacter. Aussi, la présence d'inhibiteurs de ces facteurs ne va pas impacter, en fait, le lupus anticoagulant qui est recherché par des RVVT. Donc, c'est un test qui est plus spécifique pour le L1. Ensuite, on va exprimer le résultat. Bien sûr, donc c'est comme ce qu'on fait exactement pour le TCA. Donc, on va exprimer des RVVT patients sur des RVVT témoins. Et quand c'est supérieur à 1,2, on va dire que c'est un dépistage positif. Mais on n'est pas encore sûr. Donc, c'est un temps de coagulation allongé en quelque sorte, si vous voulez. Donc, on a activé le facteur 10 et on a obtenu un temps de coagulation allongé. Ça peut être effectivement un lupus anticoagulant, comme ça peut être autre chose. Pourquoi? Parce que justement, ça peut être aussi une diminution des facteurs de la voie commune à partir du 10, bien sûr le 10, le 5 et la thrombine et le fibrinogène. Alors ici, juste pour ajouter qu'il y a des kits effectivement qui contiennent actuellement un neutralisant de l'héparine. La plupart des kits actuellement contiennent un neutralisant de l'héparine, ce qui me permet de faire justement le test chez les patients qui sont sous héparine. Alors, ensuite, le TCA sensible au lupus anticoagulant. Il faut éviter le kaolin, il faut utiliser l'acide élagique ou la silice comme activateur. Donc, c'est ce qui est sensible au lupus. C'est aussi, bien sûr, un test chronométrique en 2 temps qui mesure la coagulation d'un plasma citraté déplaquetté, etc. Je n'entre pas dans les détails. Et puis, quand on a un ratio TCA patient sur TCA témoin qui est supérieur à 1,2, là aussi, on va dire, OK, c'est un dépistage positif. Mais on n'est pas encore sûr là aussi parce que le TCA peut être perturbé par plusieurs paramètres. Donc, on n'est pas encore sûr qu'il s'agit d'un lupus anticoagulant. Et puis,
Le TCA, justement, il est moins sensible par rapport à la DRVVT parce qu'il ne dépiste que 50 à 60% des cas, même avec un réactif qui est sensible. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, oui, on a donc des temps de coagulation qui sont perturbés, un ou deux, donc ça peut être le dépistage, on va le considérer positif, si on a un TCA perturbé, si on a un DRVVT perturbé, ou les deux. Donc, c'est un dépistage positif. Et puis, par la suite, il convient de faire l'épreuve de mélange pour le test qui a été perturbé initialement. Donc, si j'ai un TCA allongé, je fais l'épreuve de mélange avec le TCA. Si j'ai un DRVVT mélangé, je fais l'épreuve de mélange avec le DRVVT. Alors, l'épreuve de mélange, qu'est-ce qu'elle va me permettre? Elle permet de faire la différence entre la présence d'inhibiteurs de la coagulation et un septe déficit en facteur. Parce que quand je mélange avec un plasma témoin, s'il s'agit d'un septe déficit en facteur, j'aurai une certaine correction que je peux calculer à travers, je peux estimer pour le TCA par exemple, à travers le calcul de l'indice de Rosner. S'il s'agit de présence d'anticorps, il n'y aura pas de coagulation tangible et par conséquent, on va conclure à la présence d'anticorps. Que là aussi, la question va rester ouverte. C'est un anticorps, mais est-ce qu'il est antiphospholipide? Ou est-ce que c'est un anticorps qui n'est pas de nature antiphospholipide? Alors, comment on va faire par la suite? Donc, ici, c'est l'épreuve de mélange. Donc, je fais la troisième étape qui est la confirmation de la dépendance aux phospholipides. En fait, le premier test de dépistage que j'ai fait, il contient des phospholipides dans la réaction, il est obligatoire, mais ils sont en quantité maîtrisée. Et puis, ici, je fais exprès de donner en fait, un excès de phospholipides dans cette réaction de confirmation. Je donne un excès, par conséquent, si l'anticorps est dénaturé antiphospholipides, il sera automatiquement neutralisé et du coup, j'aurai une correction du test. Voilà. Donc, c'est comme ça que je fais la confirmation. Donc, je refais le test de dépistage positif en présence d'un excès de phospholipides destiné à neutraliser le L1, l'éventuel L1. Et s'il y a présence d'un inhibiteur correction partielle ou totale du test, si l'inhibiteur est non L1, ça veut dire qu'il y aura absence de correction du test. Et là aussi, je fais bien sûr le calcul, donc le ratio dépistage sur confirmation. Quand il est supérieur à 1,2, c'est un anticorps antiphospholipide. Alors après, supposons qu'on l'a diagnostiqué, donc il s'agit effectivement d'un L1, il est recommandé, ce qu'on ne fait pas dans la routine malheureusement assez souvent, mais il est aussi recommandé de rechercher la présence d'une coagulopathie qui est associée. Parce que je peux avoir en fait des déficits en facteurs qui sont associés à la présence de ce L1. Alors, le bilan du SAPL chez notre patiente est revenu comme suit. On la recherche des anticorps anticardiolipine, anticorps anti-bêta de glycoprotéine 1 qui est négative. TCA sensibilisé, le rapport, il était bien sûr toujours, on va interpréter le rapport. Donc le rapport, il était à 1,16, donc il était négatif pour le TCA sensibilisé. DRVVT L11, on était à 79, avec un témoin de 50 secondes. En faisant le rapport, il est positif. Donc on a un LA1 qui est positif. Je complète par le LA2. Normalement, vous imaginez ici, théoriquement, je dois faire aussi l'épreuve de mélange. Sauf qu'en pratique, en général, on ne le fait pas. On fait directement le DRVVT. On fait directement en fait, le test de confirmation par LA2. Et puis, le LA2, ici, il est revenu à 1,7, le rapport. Donc, c'est un anticorps antiphospholipide. Mais, en fait, il y a en fait un autre cas de figure qui pourrait se présenter. Si j'ai ici un rapport LA1, LA2 qui est négatif, qui est inférieur à 1,2, qu'est-ce que je fais alors? Est-ce que c'est un anticorps non antiphospholipide? Donc, c'est un anticorps qui n'est pas destiné, qui n'est pas contre les phospholipides. Ou est-ce que c'est un déficit en facteur? Donc, la question restera posée. Quand j'ai en fait un taux qui est négatif, je ne peux pas conclure. Qu'est-ce que je vais dire au clinicien? Anticorps non phospholipide ou tout simplement déficit en facteur ou prise médicamenteuse. Donc, il y a beaucoup de cas de figure en fait, qui peuvent se présenter. C'est pourquoi, justement, il est recommandé de faire le test de mélange. Je peux toujours me rattraper à ce niveau et faire le test de mélange pour trancher entre déficit en facteur et anticorps de nature non phospholipide en réalisant le test de mélange. Comme je peux faire, bien sûr, les choses dans l'ordre qui est déjà prescrit dans les recommandations en faisant le test de mélange avant d'arriver au DRVVT de confirmation. Je ne sais pas s'il y a des questions.
je peux y aller. Et ce qu'il y a, surtout, en fait, excusez-moi, mais j'ai l'habitude de... Quand on a l'habitude d'enseigner à l'amphi, à chaque fois, on veut s'assurer que les notions ont été claires, que c'est compris. Sinon, si vous voulez que je répète une partie, n'hésitez pas à me le dire, je peux le répéter avant d'avancer. Oui. C'est là. Avant, on pouvait, à un certain moment, on pouvait faire ce dépistage par la recherche d'anticorps anticardiolipine, anti-bêta-2 et par le TSA sensibilisé. Et quand les trois sont négatifs, en principe, on dit que le dépistage est négatif. Donc là, le DRVVT, est-ce qu'il est obligatoire quand il y a une prescription de LA ou pas? Est-ce qu'on est obligé de le faire? Parce que dans ce cas-là, c'est le cas. Puisque si on travaillait selon avant, les trois sont négatifs. Oui. Et en principe, quand les trois sont négatifs, on s'arrêtait là. Et ce n'est qu'en cas où le TCA sensibilisé revient positif ou un des anticorps revient positif qu'on passe au DRVVT. D'accord. Oui, je comprends tout à fait la question. En fait, oui, effectivement, on est obligé de le faire. Parce que, comme vous avez vu, le TCA sensibilisé, il ne va pas détecter tous les cas de L1. Donc, il est obligatoire de faire le DRVVT, de les faire en fait tous les deux. Il faut faire les deux techniques. Et quand les deux sont négatifs, c'est là qu'on peut conclure à une absence de L1. Alors, je ne sais pas moi, parce que je sais que dans la nomenclature marocaine, on a lupus anticoagulant, je pense, c'est ce qu'on utilise nous à l'hôpital. Donc, on a une prescription de lupus anticoagulant. Et puis nous, moi, en fait, j'ai le problème inverse, parce qu'avec les opérateurs, des fois, ils peuvent faire le DRVVT et ne pas faire le TSA. Ils l'oublient. Parce que pour eux, le LA, ils ont le DRVVT, il est plus sensible et il est plus performant. Donc, ils vont zapper le TCA sensibilisé. Et moi, à chaque fois, je leur dis, non, on ne peut pas valider le patient, il faut obligatoirement faire le TCA aussi. Donc, nous, c'est le problème inverse. Donc, plutôt, c'est le TCA qu'on va zapper, pas le DM. Mais sinon, il faut faire les deux. Normalement, ce qui est recommandé, c'est de faire les deux. Vous avez eu les pourcentages. Si je fais le TCA tout seul, je vais en fait passer à côté de 40 à 60% de patients qui ont un LA qui est positif. Et puis, aussi, dans la pratique, si vous avez remarqué, quand vous faites les deux, chez beaucoup de malades, il y a le TCA négatif et le DRVVT qui est positif. Et dans la confirmation, il s'agit d'un LA. C'est une situation qui est régulièrement, qu'on voit régulièrement au niveau du laboratoire. Oui, alors dans ce cas-là, est-ce qu'on peut se contenter d'un TCA sensibilisé et DRVVT sans faire les anticorps, anticardiolipides, anti-bêta-2, ou bien on doit toujours faire les quatre, au fait? Il faut les faire, bien sûr. Et donc, il faut faire les quatre. Donc, on doit ajouter des RVVT en plus. Bien sûr, des bien trois. sûr. Il faut Okay, faire en merci. fait tout le dépistage. Mais je pense que dans les prescriptions, si j'ai bien compris, les anticorps anticardiolipines, ils sont prescrits avec les anticorps anti-bêta-2-glycoprotéine 1, ils sont prescrits de façon séparée du LA. C'est le LA qui pose problème parce qu'on a une prescription de lupus anticoagulant et puis chacun est libre de faire ce qu'il veut dedans. Donc, si j'ai bien compris. Oui, mais en principe, selon les recommandations, pour parler de LA, on est obligé de faire anticardiolipine, anti-bêta-2 et TCA sensibilisé. Absolument. Ça, c'est les recommandations généralement. Quand il y a LA, on fait les trois. Nous, généralement, on les fait les trois. Exactement. Sans se poser de questions. Bien sûr, effectivement. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Alors, vous permettez, pour qu'on soit clair, juste une mise au point. Quand il s'agit d'une thrombose, il y a deux axes. D'accord. Il y a une étape de dépistage, ça se fait au laboratoire d'hémostase. Un TCA allongé plus un tableau de thrombophlébite inexpliqué. Et donc, on suit les tests de correction, tout ça, jusqu'à la DRVP confirmation. C'est-à-dire répondre à la première question, sa thrombophlébite clinique, est-ce qu'il a une explication biologique? Est-ce que j'ai mes TCA allongés, non corrigés, indice de Rosner, dépistage d'Hervé, dépistage, ça c'est dans le labo d'hémostase, le premier jour. Alors tout ce qui est laboratoire d'immunologie, on va lui adresser un autre tube le lendemain ou la semaine d'après pour les dosages immunologiques, ELISA, bêta-2 microglobulines et l'anti-ciel. Donc il y a deux laboratoires qui travaillent. Le laboratoire d'hémostase, quand il accueille le prélèvement, il va faire de TCA jusqu'à DRVP. Donc, c'est à moi, le labo d'hémostase, d'écrire aux techniciens complétés parce que je n'ai pas d'explication dans le plus anticoagulant
comme mes tests de dépistage sont négatifs, mais je vais lui mettre dans le compte rendu, complétez s'il vous plaît, envoyez un autre tube au laboratoire d'immunologie pour faire l'ELISA des 2 autres paramètres. Donc c'est ça, donc c'est une cadence, c'est un timing, donc on ne fait pas tout en même temps. Donc il y a la première étape, c'est le labo d'hémostase. Le lendemain, la semaine, parce que le problème des thromboses, c'est fait, ce qui est fait est fait. On prend notre temps. Il y a une petite correction que je dois faire là, parce que j'ai toujours un conflit avec les cardiologues. Nous, on leur propose 3 semaines d'arrêt d'héparine. Est-ce que vous concevez ça? Quelqu'un qui bouche une veine, et je lui dis, non, je vais faire bilan de thrombophilie ou de SAP 2 semaines après. Mais le gars, il va mourir avec une embolie pulmonaire cérébrale. Donc, cette fenêtre, on n'a pas encore de solution. Tout est consommé, c'est vrai, dans le thrombus, mais on fait un prélèvement, si possible, au moment de l'accident, mais sinon, on s'en fout, on prend notre temps pour faire thrombophilie SAP 3 mois après, etc. Mais l'urgence, c'est l'écho-Doppler, le traitement, l'anticoagulation. Voilà. Merci pour ces rajouts précieux, professeur Etamer. Donc, justement, si on veut résumer, il faut faire les 3. Voilà, c'est ça les recommandations, parce que aussi, il est important de savoir qu'il y a des patients qui vont présenter un triple positif. C'est le SAPL catastrophique, dans lequel on aura en fait les anticardiolipines qui sont positifs, les anti-bêta-de-glycoprotéine 1 qui sont positifs, et aussi la présence de L1. Et du coup, là, on a en fait un risque très élevé de thrombose. Et il faut les identifier. C'est pourquoi en fait il est important. Je peux avoir l'un qui est positif, les autres négatifs. Tous les cas de figure sont possibles. Et par conséquent, les recommandations disent qu'il faut faire les 3. Alors, pour diagnostiquer le SAP, donc les critères, il faut associer un critère clinique et un critère biologique. Et puis, il faut en fait que l'APL persiste pendant au moins 12 semaines. Parce qu'on sait en fait que les faux positifs sont très fréquents. Rien qu'une infection virale chez un patient, après une infection virale, en recherchant les anticorps antiphospholipides, je risque d'avoir en fait des faux positifs qui vont se négativer après un certain moment. Donc, il est recommandé, on ne peut pas conclure en fait, ou bien au niveau de la conclusion, il est obligatoire de rajouter la mention qu'il faut recontrôler dans 12 semaines pour s'assurer de la persistance de cet anticorps antiphospholipide avant de conclure, bien sûr, à un SAPL. Ensuite, il faut aussi que la survenue, donc il ne faut pas qu'il y ait plus de 5 ans, entre l'épisode clinique et la preuve biologique de présence d'anticorps antiphospholipides. S'il y a plus de 5 ans, on ne peut pas parler de SAPL. Alors, le diagnostic, il est délicat. Donc, comme je vous ai expliqué ici, parce qu'il y a plusieurs anticorps qui ne sont pas spécifiques du SAPL, qu'on peut retrouver dans plusieurs infections virales et bactériennes. Et puis, la présence justement de ces SAPL, de ces anticorps antiphospholipides qui sont transitoires et qui, le plus important, il faut le souligner, ils ne prédisposent pas à la thrombose. D'accord ? Alors, le deuxième cas, c'est un AVC ischémique avant 50 ans. Donc, c'est une femme âgée de 44 ans, dans les antécédents thrombophlébites du membre inférieur gauche suite à la résection d'un kyste ovarien droit. Et puis, l'AVC a été confirmé biologiquement et radiologiquement. Alors, le bilan de thrombophilie, on a un SAPL négatif, C normal, S normal, antithrombine normale, résistance à la protéine C activée. Nous avons en fait le test sans protéine C activée qui est revenu à 38 secondes. Et puis, le test après activation de la protéine C endogène. Après activation de la protéine C endogène, 50 secondes. Alors, en faisant le rapport, P4, 0 sur P4, il est à 1,3. En fait, ici, le principe, c'est tout simplement de rechercher une prolongation du TC1 en rajoutant de la protéine C activée. Ou bien en faisant une activation avec un venin de serpent, on va faire une activation de la protéine C endogène. Donc, le P4,0, il permet de mesurer. En fait, c'est un test de coagulation, c'est un temps de coagulation en absence de protéine C activée. Et ensuite, je refais le même test pour chercher un allongement de ce temps de coagulation. Et puis, on se dit que si il y a une résistance à la protéine C activée, il n'y aura pas d'allongement du temps de coagulation. Mais s'il n'y a pas de résistance à la protéine C activée, j'aurai un allongement de 2 à 5 fois du temps de coagulation qui est obtenu initialement. Alors, c'est quoi la protéine C activée? C'est un inhibiteur physiologique puissant de la coagulation qui active les facteurs 5 et les facteurs 8 activés.
Et puis, la résistance à la protéine C activée est la cause première de thrombophilie constitutionnelle. Le test classique qu'on vient déjà d'expliquer, c'est le TCA avec protéine C activée qu'on va comparer au TCA sans protéine C activée. Et là, ça dépend en fait, il y en a qui vont faire le calcul TCA avec PCA sur TCA sans protéine C activée. Il y en a qui vont faire l'inverse, qui vont faire en fait le rapport, mais dans le sens inverse. Mais de toutes les façons, les deux sont interprétables. L'essentiel, il faut revenir aux valeurs de référence pour s'assurer est-ce qu'il y a résistance ou non. Ou on peut tout simplement voir est-ce qu'il y a, donc on peut déjà l'apprécier à partir en comparant les valeurs, en regardant est-ce qu'il y a eu un allongement considérable du temps de coagulation par rapport à la première valeur qui a été obtenue. Alors, une remarque qui est importante, c'est que ce test qui a été développé initialement par Dalbach, c'est un test en fait qui va permettre l'exploration globale du système de protéine C, protéine S. Parce que chez un patient qui a par exemple une baisse de la protéine S, j'aurai aussi une perturbation du test. Donc c'est une exploration globale. Et puis pour en fait affiner la recherche, pour en fait rendre le test plus spécifique à la résistance à la protéine C activée, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on va prendre le plasma du malade, on va le mélanger avec un plasma témoin qui contient tous les facteurs de la coagulation, tous les inhibiteurs de la coagulation, sauf le facteur 5. Donc on a enlevé le facteur 5 et on a laissé tout le reste. Ça nous permet en fait de justement faire face à tous ces traitements anticoagulants qui peuvent être pris par le patient et surtout à la présence d'autres déficits constitutionnels ou acquis qui risquent d'impacter sur la recherche de la résistance à la protéine C activée. Et puis, c'est un test qui est rendu possible grâce à ce mélange avec le plasma déficitaire en facteur 5. C'est un test qui est rendu possible chez les patients qui sont sous antivitamine K. Donc, actuellement, il faut privilégier le test de recherche de la résistance à la protéine C activée, dans lequel on va faire le mélange du plasma malade avec le réactif déficitaire. C'est le même réactif en fait qu'on utilise pour le dosage de l'activité du facteur 5. Et puis après, il y a d'autres modifications qu'on a fait sur le test. On a rajouté les inhibiteurs de l'héparine pour rendre le test possible chez les patients qui sont sous héparine. Et on a aussi donc développé des réactifs dans lesquels l'activation de la protéine C, donc on fait l'activation de la protéine C endogène. Alors ici, c'est ce qu'on a déjà expliqué. Et puis, justement, pour comprendre mieux tout ça, je vous donne en fait un exemple. Si chez notre patient chez qui on a eu justement un dépistage qui est positif de la résistance à la protéine C activée, supposons qu'on a en fait deux tests. Le premier, c'est le résultat qu'on a vu tout à l'heure. Nous avons un premier temps sans protéine C activée qui est à 38 secondes, et puis nous avons le deuxième temps après activation de la protéine C qui était à 50 secondes. Effectivement, on n'a pas observé une grosse augmentation du temps de coagulation. Ce n'est pas une augmentation qui est palpable et par conséquent, c'est une résistance. Probablement, c'est une résistance. Alors, supposons chez ce patient, on a refait le même test, mais en mélangeant cette fois-ci le plasma du malade avec le facteur 5. On peut obtenir ce genre de résultat justement, dans lequel nous avons une P4-0 qui est à 38 secondes et P4 qui est à 90 secondes. Et du coup, ici, on va conclure à une absence de résistance à la protéine C activée. Donc ça, c'est juste un exemple que je vous donne pour comprendre l'intérêt de ce mélange avec le plasma déficitaire en facteur 5. Alors, actuellement, on va aussi vous proposer des rapports normalisés. Le rapport normalisé, en fait, c'est comme un petit peu, c'est l'exemple qu'on a pris de l'INR, parce que l'INR, c'est aussi un rapport normalisé qu'on a fait. C'est une façon de standardiser entre les laboratoires, d'éliminer les variations entre aussi les kits de réactifs qui sont utilisés. Donc, on s'est dit, pour avoir des résultats qui sont beaucoup plus précis, on peut en fait faire le test. En fait, le test complet de résistance, de recherche de résistance à la protéine C activée, on peut le faire chez un témoin et le faire chez le patient, et ensuite interpréter le rapport normalisé dans lequel on va faire le résultat obtenu chez le patient sur le résultat qui est obtenu chez le témoin. Et ce résultat, il y a des automates même qui vont vous proposer d'introduire, en fait, de faire le calcul et d'introduire ce taux de rapport, en fait, ce rapport chez le témoin. On peut l'introduire, par exemple, pour un lot de réactifs,
et le garder au niveau de l'automate. Automatiquement, quand vous faites par la suite la recherche de résistance à la protéine C activée, le calcul va se faire automatiquement. Il faut que ce soit fait, bien sûr, avec le même lot de réactifs. C'est comme les calibrations. Donc, quand on change de lot de réactifs, il va falloir refaire ce paramètre, en fait, cette recherche chez le témoin pour calculer une nouvelle valeur qu'on va introduire de nouveau au niveau de l'automate. Alors, un troisième cas clinique, c'est un gonflement douloureux de la jambe droite chez une patiente âgée de 20 ans, chez un patient âgé de 20 ans, qui a fait, en fait, qui n'a pas d'antécédent, et puis il a fait un traumatisme mineur, parce que c'est vrai que les filles ne font pas beaucoup de foot. Donc ça, c'est un garçon qui a fait, en fait, un match de foot, et puis il a eu une douleur gonflement du membre inférieur droit. Alors, qu'est-ce qu'on va tester? Des dimères, bien sûr, pour établir la preuve biologique et radiologique de la thrombose. Donc, des dimères, ils sont revenus positifs. Radiologie thrombophilie du membre inférieur, et puis antécédents familiaux connus de la résistance, ou bien du déficit en protéine C. Alors, c'est quoi la protéine C? C'est un inhibiteur physiologique de la coagulation vitamino-K dépendant. Il est de synthèse hépatique. Et quelle technique justement utiliser? Parce qu'on sait que pour la protéine C, il y a en fait deux techniques majeures qui sont proposées au niveau du marché. La première étant la technique fonctionnelle chronométrique et la deuxième étant la technique fonctionnelle chromogénique. Alors, en fait, là, les recommandations ils ne se sont pas mis d'accord, donc parce que nous avons les recommandations françaises qui nous disent qu'il faut plutôt opter pour la technique chronométrique parce qu'elle permet en fait de rechercher ou bien de dépister tous les types de déficits. Et puis les recommandations anglaises qui nous disent qu'il faut plutôt faire la méthode chromogénique, vu qu'elle est plus facile d'application au niveau du laboratoire, mais malheureusement, elle ne détecte pas un type de AC, donc c'est le type de déficit, plutôt de déficience qualitative anticoagulante. Donc je vous passe ici directement le tableau pour voir la différence entre les différents types. Donc nous avons le type 1 qui est un déficit quantitatif, le type 2 qui est le déficit fonctionnel, et puis nous avons deux sous-types, le type AC qui est déficit de l'activité anticoagulante et le type 2AM qui est le déficit en activité amidasique. Alors, quand je fais la protéine C activité anticoagulante, ce qui est recommandé par les Français, automatiquement je dépiste tous les types. Mais par contre, quand je fais l'activité chromogénique, je ne dépiste pas le type de AC, tout simplement. Mais les Anglais vont se défendre, ils vont dire que c'est un type qui est rare. Et puis, au besoin, si on a une forte suspicion clinique chez un malade, on pourra le faire par la suite. Donc, il est recommandé de faire en premier l'activité plutôt anticoagulante. Alors, quand on a bien sûr un déficit en protéine C, comme c'était le cas chez notre patient, qui a eu un taux de protéine C à 30%, il faut bien sûr ensuite compléter par le dosage immunologique antigénique pour trancher entre déficit quantitatif ou déficit qualitatif. Alors, un autre cas, c'est le purpura fulminant chez un nouveau-né qui présente à partir de 4 heures après la naissance des lésions purpuriques, chez qui on a fait un bilan de thrombose. Donc, vous imaginez donc un purpura fulminant, on a fait un bilan bactériologique, il est négatif, il n'y a pas de preuve bactériologique qui a été obtenue. Et puis, on fait un bilan de thrombose qui est positif. Et puis là, on va compléter par le bilan de thrombophilie. Alors, la thrombophilie, on a en fait une protéine C qui est indétectable, inférieure à 1%, protéine S à 45%, antithrombine à 103%, et puis résistance à la protéine C activée, absente. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange sur ce bilan, en fait? Ou est-ce que pour vous, c'est bon, c'est un déficit en protéine C? Alors là, en fait, je fais exprès de ramener un cas de nouveau-né, juste pour vous montrer ici un taux de protéine S qui est à 45%. Et pour rappeler en fait que ces paramètres devraient être interprétés en fonction de l'âge, effectivement, parce que justement, on a l'habitude de trouver ces taux de protéines S qui sont diminués chez le nouveau-né particulièrement. Donc là, il ne s'agit pas de déficit en protéine S, il convient de recontrôler plus tard, mais la protéine C, on est sûr, elle est effectivement déficitaire, et c'est un déficit sévère en protéine C. Alors, ici, les recommandations qui disent que, bien sûr, il faut prendre en considération l'âge pour l'interprétation des taux d'antithrombine, protéine C et protéine S, qu'il faut recontrôler lorsque l'enfant sera plus âgé. Et puis là, un tableau de recommandations anglaises qui nous cite en fait les différentes
causes qui peuvent, physiologiques et pathologiques, qui peuvent justement, en dehors de la thrombophilie, en dehors du déficit constitutionnel, qui peuvent justement perturber le dosage de ces trois paramètres, à savoir la protéine C, la protéine S et l'antithrombine. Alors bien sûr, dans la littérature, ce déficit en protéine C qui est en cause de purpura fulminant chez le nouveau-né, ce déficit sévère, et en fait, heureusement, ce n'est pas fréquent, mais il y a quand même plusieurs cas qui sont publiés dans la littérature. C'est le même tableau qu'on a trouvé chez notre patient, des patients qui, à partir de la naissance, quelques heures après, ils vont faire un purpura fulminant avec des lésions extensives purpuriques, et puis chez qui il n'y a pas de preuve bactériologique, chez qui on va bien sûr par la suite diagnostiquer un déficit en inhibiteur de la coagulation. Alors, un autre cas, c'est une femme enceinte qui présente une jambe lourde. Elle est âgée de 32 ans, c'est sa première grossesse, elle est à 12 semaines d'aménorrhée. Et puis, nous avons douleur et enflure du membre inférieur gauche. Alors, bien sûr, l'enflure des pieds au cours de la grossesse, c'est fréquent, mais au 3e trimestre. Parce qu'on sait au début de la grossesse, en général, on n'a pas en fait, justement, c'est ça ce qui rend le diagnostic de la thrombophilie un petit peu délicat chez la femme enceinte, c'est que même physiologiquement, on sait qu'au niveau du 3e trimestre, il y aura justement un gonflement de pied, on peut avoir des lourdeurs, on peut avoir justement des douleurs sur les membres inférieurs. Et puis, justement, la question se pose, est-ce qu'il faut bien sûr faire le dépistage chez toutes ces femmes? Bien sûr non, mais par contre, quand on a ces symptômes qui apparaissent à partir du début de la grossesse, notamment chez cette patiente, par exemple, qui a 12 semaines d'aménorrhée, là, il faut se poser la question, il faut dire peut-être c'est une thrombophilie, et il faut bien sûr compléter. Alors, les bilans ont été faits, et puis, bien sûr, les dédimères, là aussi, il convient d'interpréter en fonction de l'âge. Il y a bien sûr plusieurs articles dans la littérature qui parlent des valeurs normales des dédimères chez la femme enceinte, qui varient du 1er, 2e et 3e trimestre. Et puis, le bilan de thrombophilie est revenu comme suit. Donc, on a eu un SAPL négatif, protéine C normale, protéine S à 26%. Recherche de la résistance à la protéine C est négative. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure? On va conclure un déficit en protéine S. Et c'est quoi la protéine S? C'est une protéine vitamino-K-dépendante, synthétisée par le foie, les cellules endothéliales et les plaquettes. C'est un cofacteur de la protéine C, et aussi il est cofacteur du TFPI. Et puis, il existe en fait physiologiquement plusieurs formes de protéines S. Il existe plutôt 2 formes de protéines S en effet. Il y a la forme libre, qui représente à peu près 40%, et la forme qui est liée au C4b, qui est en fait une protéine du système du complément. Et puis la forme active, en fait, ce n'est pas la forme liée, mais c'est plutôt la forme libre qui est à peu près à 40%. Et justement, ces données sont importantes parce qu'ils vont nous permettre, en fait, de savoir quelle technique précisément il faut choisir pour le diagnostic du déficit ou pour la recherche du déficit en protéine S. Parce qu'en fait, il existe en réalité plusieurs types de déficits. Nous avons le type 1 et le type 3 qui sont des déficits quantitatifs. Le type 1, c'est un déficit quantitatif des 2 types de protéines S libres et liées. Et le type 3, c'est une déficience de distribution. Ça veut dire qu'on a en fait, elle est là, mais elle n'est pas bien distribuée, donc on n'a pas assez de protéines S libres qui est disponible pour l'anticoagulation. Et puis à côté, il y a en fait le déficit qualitatif qui là aussi, il est rare. Et puis on s'est dit, il est rare, ok, on fait comme les autres, on ne va pas le chercher en première intention, on va plutôt chercher le déficit quantitatif. Et puis, ce qui est recommandé, c'est de faire rechercher la protéine S libre par dosage quantitatif, en première intention. Bien sûr, par la suite, quand télé est basse, je peux compléter par la recherche de la déficit de distribution de la protéine S. Et je peux aussi compléter, donc si par exemple j'ai un taux de protéine S qui est tout à fait normal et que j'ai quand même une forte suspicion clinique, là aussi je peux compléter par le dosage quantitatif, qualitatif, qui va me permettre justement d'aller chercher ce type rare de déficit en protéine S qui est le type 2. Donc ce qui est recommandé, comme on a déjà dit, c'est le dosage de l'antigène libre en première intention. Avantage, robustesse, détecte les types 1 et 3. Et puis, le principe, il est immunoturbidimétrique et à compléter, si on a un taux de protéine S qui est bas, on va compléter par la recherche de la déficience de distribution. Alors, un autre cas, c'est l'embolie pulmonaire à 45 ans. Donc, c'est une patiente de sexe féminin reçue pour essoufflement et douleur thoracique, des dimères élevés,
Angiographie pulmonaire en faveur d'une embolie pulmonaire. SAPL négatif, protéine S à 90%, protéine C normale, antithrombine à 50%. Et puis, on a absence de la recharge, ou bien absence de résistance à la protéine C activée. Alors, l'antithrombine de synthèse, c'est une protéine de synthèse hépatique qui a une action principale sur la thrombine à moindre degré sur les autres facteurs activés de la coagulation. Son mécanisme est accéléré en présence d'héparine. Et pour le dépistage, il est recommandé de faire le dosage de l'activité cofacteur de l'héparine par méthode chromogénique qui détecte tous les types de déficit. Et ensuite, on peut bien sûr confirmer, en cas de dosage bas, on peut confirmer sur un deuxième prélèvement. Alors ici, là encore, je vous montre un tableau qui montre les différents types de déficits qu'on peut trouver pour l'antithrombine avec les techniques de dosage qui sont disponibles sur le marché. Donc nous avons le type 1 qui est déficit quantitatif, le type 2 qui est déficit qualitatif dans lequel on a plusieurs sous-types. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire en fait comme test? On peut rechercher l'activité cofacteur de l'héparine, donc c'est ce qui est recommandé en première intention. On peut aussi faire l'activité progressive. Alors, l'activité progressive, ça permet en fait de détecter lorsqu'on a un problème de fonction qui touche le site de liaison de l'antithrombine avec son cofacteur qui est l'héparine. Donc, je vais faire le même test en fait de dépistage, ou bien le même test de dosage de l'antithrombine, mais cette fois-ci sans rajouter l'héparine, parce que dans le test initial, on va rajouter l'héparine pour catalyser la réaction. Dans ce deuxième test d'activité progressive, on ne va pas rajouter l'héparine et on va voir est-ce qu'on a toujours donc un temps de coagulation qui est bas ou est-ce qu'on a un temps de coagulation qui est correct, et ça me permet de trancher entre les déficits, le type de déficit qualitatif de l'antithrombine. Voilà, donc le test s'étale sur 25 minutes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres bilans à faire dans le cadre de la thrombophilie? Donc là, on a vu en fait les bilans qui sont le plus fréquemment prescrits et le plus fréquemment réalisés au laboratoire de biologie médicale. Mais bien sûr, il y a d'autres bilans quand on a une forte suspicion clinique ou devant d'autres contextes orientateurs. Il y a d'autres bilans qu'on peut faire bien sûr devant la suspicion de thrombophilie, exploration globale du système de la protéine C, test de génération de thrombine, les dysfibrinogénémies, les hyperhomocystéinémies, les groupages sanguins non hauts, donc ça aussi ça impacte, et puis les déficits en facteur 12 et le déficit de fibrinolyse. Mais là, bien sûr, ce sont des cas qui sont vraiment rares. Et je vous remercie pour votre attention.